à faire l'animation de la réunion, notamment s'il y a des mains qui se lèvent ou quoi que ce soit, comme j'aurai le diaporama en présentation. Et donc là, je vais le couper pendant quelques instants, le temps qu'on fasse un petit tour de table virtuel. Donc n'hésitez pas à mettre votre vidéo, peut-être votre caméra pendant le tour de table. Donc je vais commencer. Donc Sabine Boursange, je suis actuellement co-animatrice du PNA. Hop là, je fais en train en même temps. Des PNA Milan-Buzard, Pigrièche et Ral Déjeuner avec Anthony. Je suis en cours de changement de poste, donc j'étais responsable du service expertise pour la LPO en Auvergne et donc je vais prendre la direction de cette délégation territoriale au 1er janvier. Donc voilà. Je te laisse prendre la main pour Lilian pour faire le tour des personnes. Ouais. Du coup, j'enchaîne, c'est pas très poli. Donc, Lilian Girard, donc de Chauve-souris Auvergne. Je suis co-animateur donc avec Pierre Guy de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. De la déclinaison du plan Kiro en Auvergne-Rhône-Alpes, du coup. Et ensuite, je vais prendre dans l'ordre donc Jérôme Chevarin. Oui, bonjour à tous et toutes. Alors, je suis Jérôme Chevarin, je travaille aux autoroutes Paris-Rhône dans le suivi des mesures compensatoires, que ce soit dans la ville ou Puy-de-Dôme et Auvergne. Et j'ai une deuxième casquette, je suis des Combrailles et on a un groupe d'agriculteurs qui s'appelle Alternacombe et Comblab, dont je fais partie, et on envisage la plantation de haies et en lien avec le monde agricole. Alors, c'est les débuts. Voilà. Donc, j'interviens un peu en ces deux casquettes. Voilà. Ok, merci. Émilie Genelot. Oui, bonjour. Je travaille au syndicat de la rivière d'Ain, Aval et de ses affluents en tant que chargée de mission en continuité écologique. Et donc, depuis longtemps, le cœur du métier du syndicat concerne les ripisylves, mais on s'oriente aussi de plus en plus vers des projets qui concernent les haies et les mares. Et voilà. Okay. Cyril Angelevin. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille à l'Office français de la biodiversité, service départemental de la Haute-Loire. Et donc, je représente Gwendal Ranou qui n'a pas pu être là aujourd'hui. D'accord. Merci. Julie Blanchon. Julie Blanchon, donc moi aussi je travaille à l'Office français de la biodiversité, à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, service appui aux acteurs et mobilisation des territoires. Et je travaille notamment avec la mission et sur la création et la mise en place du pôle régional arbre. Très bien. Mallory Souris. Mallory Souris, donc je suis chargée de mission biodiversité à l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes, je suis basée à Clermont-Ferrand. Et donc, dans le cadre de la politique des PNA, on avait souhaité lancer une réflexion via un stage qui s'est déroulé cette année sur des actions communes entre plans et la thématique du bocage était ressortie, d'où l'atelier d'aujourd'hui. Merci. Pauline Tony. Bonjour, donc moi je reprends le poste de Sabine à la LPO Auvergne. Donc je suis la nouvelle chef de service expertise. Bienvenue. Merci. Pierre Bordage. Eh bien, bonjour, donc Pierre Bordage, je représente Céline Monnier, la directrice de la mission haies. Donc, je travaille à la mission haies, donc sur essentiellement la plantation de haies auprès du monde agricole. Et puis, j'interviens aussi dans le cadre du pôle régional, comme l'a présenté Julie. Voilà, je vous remercie. Romain Deschamps. Romain Deschamps, moi je suis chargé d'études au Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier. J'ai travaillé notamment sur le PRA Pigrièche avec mon collègue Bruno pour la conception du livret pédagogique qui vous a été présenté tout à l'heure. Romain Riols, cette fois. Bonjour, je travaille au service expertise sous la responsabilité de Pauline et Sabine à la LPO.
Et enfin, Céline Tin, du coup. Bonjour, moi c'est Céline Tin, du coup je suis à l'Office national des forêts, animatrice Natura 2000 en Isère, chef de projet environnement et je travaille sur le site Natura 2000 vers Chambaran, Roibon et il y a pas mal d'agriculteurs. Donc c'est pour ça que je voulais participer à cet atelier-là pour les haies et voir un peu là-dessus, sachant qu'on a beaucoup de chiroptères. Donc c'était et aussi pour un ENS où il y a aussi des mesures, enfin des agriculteurs et savoir un peu ce qu'on pouvait faire. Voilà. Merci. Et je pense que j'ai oublié personne. Et si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à vous signaler. Merci. Ça doit être tout bon. Je vais repartager l'écran avec le diaporama. Hop, voilà. Vous le voyez, c'est tout bon? C'est bon, ouais. Hop, ok, alors je fais quelques petits hop. Oups, pardon. Hop. Donc, comme le disait Mallory tout à l'heure, je le répète, hein, n'hésitez pas à lever la main, à poser des questions, à intervenir régulièrement. Donc, c'est dans le cadre des actions transversales des PNA en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, le thème bocage était ressorti, ce qui fait qu'il y a eu un stage en 2021 réalisé par Morgane de Même au sein de l'ADREAL sur cette thématique. Et donc, lors de la restitution de ce stage en septembre, on s'est vraiment, comment dirait, ressorti l'intérêt de mettre en place un groupe de travail comme celui-là. Donc, c'est un groupe de travail qui serait sur le long terme. Donc, dans un premier temps, on a proposé que la LPO soit animatrice de ce groupe de travail, notamment parce que on est animateur ou co-animateur de PNA qui sont très concernés par le bocage. Mais c'est dans un premier temps, comme c'est un groupe sur le long terme, on est tout à fait ouvert à passer le relais sur des thématiques plus particulières dans le futur. Le groupe de travail. Donc à l'heure actuelle, on a donc des instances publiques, DREAL, OFB, DRAF, région, agence de l'eau, donc les 3 agences de l'eau, et la DDT du 43. Donc là, c'était notamment les structures qui étaient présentes lors de la restitution du stage ou invitées. On a aussi des experts bocage, donc la mission est, et aussi les animateurs des PNA, donc c'est pas forcément exhaustif, mais la LPO, le CEN Auvergne, Chauve-souris Auvergne et le groupe mammalogique d'Auvergne. Donc là, comme je le mets tout en haut, la liste reste ouverte, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres propositions, et notamment aussi au regard de l'évolution des sujets qu'on traitera dans ce groupe de travail. Pour recentrer un petit peu les choses, je voulais vous reprendre la définition du bocage que Morgane nous avait un petit peu présenté lors de sa restitution de stage. En gros, voilà, on était d'accord à ce moment-là pour dire que c'était l'ensemble des structures physiques que sont les haies, les petits bosquets, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les ripiscibles, les murets, les mares, les zones humides, les cultures et les prairies. Et donc, c'était leur agencement et leur positionnement dans le paysage qui constitue un territoire de bocage et qui remplit toutes sortes de missions, que ce soit des rôles écologiques, climatiques, agronomiques, paysagers, sociaux, etc. Et dès lors qu'en fait, ils sont suffisamment présents et en bon état de développement. Donc ça, c'était pour rappeler qu'on ne se focalise pas juste à l'arbre dans la définition globale du bocage, pardon. Et donc là, c'était une adaptation en fait de la définition qu'avait produit la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, notamment parce qu'on a rajouté tout ce qui est muret, arbres isolés ou ripisylves, par exemple. Donc, comme c'est une définition qui est très large et très ouverte, on avait proposé lors du dernier groupe, la dernière réunion en fait, de restitution, de se focaliser dans un premier temps sur tout ce qui était haies, petits bosquets, etc. En gros, tout ce qui concerne l'arbre pour prioriser et pas forcément aller dans tous les sens. Les premiers axes qu'on vous propose de travail qui étaient ressortis notamment pour les 3 premiers lors de cette réunion de restitution de stage. Donc le premier, c'était une méthodologie de cartographie macro de l'état du bocage et du potentiel de bocage pour les territoires, pour les espèces PNA.
Donc là, l'idée, c'était d'avoir un outil d'aide à la décision des financeurs et aussi des animateurs agroforestiers. En gros, c'est de savoir, pour un financeur, de savoir si sur ce territoire, ça vaut le coup qu'il finance de la reconstitution du bocage pour telle espèce ou pas. Et aussi à l'animateur de savoir, bah voilà, s'ils sont dans tel territoire, il faut prendre en compte telle espèce PNA et donc proposer des particularités liées à ces espèces dans la reconstitution du bocage. Le deuxième point qui était optimisation des méthodes de cartographie et de description fine du bocage. Donc là, c'était notamment faire des retours d'expérience, partager les outils et peut-être proposer une méthodologie commune dans cet objectif de partager nos connaissances et d'avoir un gain d'efficacité global. Le troisième point, c'était de faire une liste d'essences et de formes de bocage objectifs pour les espèces PNA. Donc avec en tête la prise en compte des territoires, parce que typiquement dans la plaine d'Ambert ou dans la plaine de la Bièvre, par exemple, on n'aura pas forcément, même si on a les mêmes espèces, on n'aura pas forcément les mêmes typicités. Et aussi avoir en tête le changement climatique pour se dire, voilà, peut-être qu'à l'heure actuelle, on a des espèces, d'arbres ou arbustes qu'on va cibler et de se dire peut-être que demain ça va changer, donc essayer d'anticiper cela. Donc là encore, c'est un outil d'aide à la décision pour les animateurs agroforestiers et une liste d'espèces, de typologies pour les programmes de financement, donc pour les financeurs. En gros, essayer d'aider à cibler sur ce type de forme et d'essence. Et le troisième point, c'est le quatrième point qui apparaît. Donc cette fois-ci, lui, il est plutôt issu d'une réunion inter-PNA et stratégie aire protégée. Donc là, c'était plutôt l'analyse des outils de protection du bocage dans un objectif de participation aux actions transversales de la stratégie des aires protégées, donc la SAP, et aussi plébisciter les outils et les organisations efficaces de la préservation, de la protection du bocage. Enchaîne s'il n'y a pas de main levée sur le premier point, la méthodologie macro du bocage et les potentiels par territoire. Donc pour chaque territoire, on voudrait définir si le bocage est à conserver, à restaurer, donc notamment pour des reconquêtes et ou non concernés. Donc ça, on propose de le faire par espèce. Donc on verra tout à l'heure réfléchir sur quelles sont les espèces concernées. Et aussi, on voulait vous présenter quelles sont les dégradations existantes pour que les territoires à restaurer soient le plus exhaustif possible. Donc on a notamment la fragmentation, que ce soit par l'urbanisation ou la création d'accès, notamment aux berges, on pense notamment aux ripisylves. L'urbanisation, ça peut être aussi tout ce qui est voirie, etc. La modification des pratiques d'entretien. Donc là, on pense notamment des haies hautes qui deviennent des haies basses. Donc la haie existe toujours, mais on a quand même une dégradation de l'habitat. La disparition ou le vieillissement des strates arborées, donc que ce soit arbres isolés, alignements ou en bosquet, notamment par exemple bosquet de pin avec un vieillissement avancé qui peut amener à des disparitions. Forcément, on y pense tous, l'arrachage, les aménagements fonciers également, voire aussi la dégradation par les troupeaux avec une pression trop importante, et ce qui fait qu'on a un non-renouvellement de la strate arbustive. Donc on va vous consulter dans un premier temps sur quel maillage de territoire, et aussi de réfléchir tous ensemble de quelle manière et si on le fait de restitution d'une carte de synthèse
parce qu'on était plutôt sur une réflexion par espèce ou groupe d'espèces. Et donc forcément, par principe, le travail qui ressortirait serait partagé sur Datara. Donc je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on passe au maillage de territoire, si j'ai été assez claire. Ok, ça a l'air d'aller. Donc quelques propositions de découpage du territoire. Donc là, c'est des grands paysages à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Donc une carte de l'Adréal. Une autre carte de l'Adréal avec un découpage plus fin des paysages. Donc là, qui regroupe en fait deux travaux qui ont été faits à l'échelle Auvergne et à l'échelle Rhône-Alpes. Aussi des territoires plus au regard de l'altitude ou un maillage plutôt administratif. Donc je vous dis tout de suite que quand on a préparé le diaporama avec Lilian, on était plutôt sur ce type de découpage. Voilà, mais je vous laisse réagir si vous y voyez des inconvénients. Je peux peut-être aussi vous montrer, donc Lilian a fait le travail. Alors c'est un état des... comment dire, c'est une ébauche, hein, c'est pas terminé parce qu'on n'a pas pu consulter de manière très exhaustive les experts de ces espèces-là et des territoires pour voir si cette carte est réelle. Mais voilà donc ce que pourrait donner comme résultat cette cartographie macro des territoires, à savoir donc les territoires à conserver, à restaurer ou non concernés. Je reviens sur celle-ci si vous voulez. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des avis sur ou d'autres idées de découpage maillage existant qui seraient cohérents, on va dire. Juste pour compléter, à l'origine, d'avoir ces zones un peu macro de où est-ce qu'en gros il faut travailler sur le bocage et où est-ce que sont les espèces liées au bocage, c'était une demande des financeurs, notamment Agence de l'eau. L'Agence de l'eau RMC était assez demandeuse, donc ça serait pas mal de leur soumettre aussi ce premier test pour voir si pour eux c'est assez précis ou pas. Et le but du jeu, c'était de savoir où concentrer, on va dire, les aides type marathon de la biodiversité pour eux, par exemple. Ça peut être intéressant aussi, je pense à des projets impactant le bocage, de savoir que sur tel secteur, il y aurait moyen, via des mesures compensatoires, par exemple, d'aller travailler sur du bocage à restaurer pour telle espèce. Donc, voilà, il y a plusieurs visées, hein. Il y a la visée action volontaire et information des financeurs, et puis il peut y avoir une visée un peu mieux ciblée, les mesures compensatoires sur de la restauration de bocage, par exemple. Ok. Et ben donc je crois qu'ils ne sont pas là, donc on verra avec les agences de l'eau dans un second temps. La région aussi pourrait être intéressée. J'ai pas vu la région autour de la table aujourd'hui. Oui, malheureusement, on a 2 grosses réunions PNA en même temps, notamment côté Alpes, et donc ils n'ont pas pu se dédoubler. Ok. Il y avait Émilie Genelot, je ne sais pas, vous avez levé la main. Ouais, juste si je regarde le territoire qui est le nôtre, que je connais le mieux, au niveau découpage, ça me paraît bien. Par contre, ça me paraît super optimiste d'avoir du vert quasi partout. Oui, alors juste la parenthèse et l'aparté par rapport à ce que vous avez sous les yeux. C'est un test qui a été fait assez rapidement, voire même très rapidement, pour illustrer vraiment la discussion d'aujourd'hui. C'est un test que j'ai fait avec une vision ou un angle de vision sur le grand rhinolophe notamment, qui est une espèce plutôt bien présente et sur laquelle on a des données récentes de dispersion, exigence en termes de maillage plus définies. Mais il y a,
clairement, en faisant l'exercice de façon beaucoup plus fine, avec du temps pour le faire et une application des critères stricts, je pense que la carte serait modifiée. Mais là, c'est vraiment à titre indicatif de voir la typologie de rendu que ça permet d'obtenir. Et du coup aussi, la réflexion à savoir, là, on est sur une espèce, voire groupe d'espèces, mais que si on multiplie par l'ensemble des PNA, ça peut vite, ça va falloir trouver une cohérence. Mais Ouais, enfin, encore une fois, voilà, c'est vraiment un test indicatif. Ok, bah du coup, je suis presque encore plus étonnée si tu me dis que tu t'es basé sur le Grand Rhino, mais après, je vous rencontre Kiro ce week-end, donc on pourra en discuter aussi. Voilà, là, c'était plutôt voilà, comme un test. Hein. Oui, non, on a fait c'est ça un test, ouais. très très rapidement. Mais sinon, C'est le pour montrer un découpage, peu à quoi peut ressembler la carte de restitution. On n'est pas dans le comment dire dans le jeu des ce territoire-là, il faut qu'il soit jaune ou gris ou autre quoi. Et puis voilà, il faut pas du tout prendre le résultat pour acquis. Hein. C'est vraiment une illustration d'un exercice avec cette typologie de maillage. Parce que là, du coup, les données d'entrée là pour faire la carte. Oui. T'as pris quoi en fait? Alors la donnée d'entrée, donc c'est bon, le fond de carte, c'est donc les couches paysagères à la fois, comme disait Sabine tout à l'heure, voilà, en haut à gauche. Donc de l'exercice à l'époque du Conseil régional Auvergne et du Conseil régional Rhône-Alpes avant fusion, qui avait mené à peu près le même travail de diagnostic paysager. Alors avec des petites différences sur les critères d'application, mais le découpage était relativement cohérent en termes de paysage, on va dire. En tout cas, pour les chiroptères, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, cette notion de paysage. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait une préférence pour ce format-là. Et après, la clé d'entrée, elle est sur des données de répartition de l'espèce et ou des données qui étaient présentes dans les diagnostics d'état de conservation des habitats agro-pastoraux. Et après aussi des connaissances personnelles. Mais Ouais, encore une fois, vraiment, faut pas prendre les résultats pour acquis. C'est vraiment de l'indicatif. En termes de méthodologie, on est plutôt à dire d'experts que de l'analyse de données parce que ça peut être compliqué de les trouver pour toutes les espèces et d'avoir tous ces éléments-là. Après, peut-être que vous avez des remarques par rapport à ça aussi. Hein. Je m'interrogeais juste, est-ce que c'est dans ce type de carte-là, il faut déjà intégrer une couche carto OFB-IGN sur les linéaires de haies pour peut-être enlever un peu certains secteurs qui finalement, on les met à conserver, mais finalement, c'est peut-être pas du tout des secteurs bocagés et ils n'ont pas ils n'ont aucune chance de devenir, même avec la restauration, quoi. C'est pas adapté ou c'est pas des paysages bocagés à la base ou historiquement. Oui, comme les gros massifs forestiers, par exemple, qu'on classerait plutôt comme non concernés, peut-être. Ouais, en gros, parce que là, on couvre toute la région, du coup, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail de filtre par rapport aux habitats naturels ou même une carte Corinne Land Cover, enfin quelque chose qui exclut un peu plus certains secteurs? Okay. Pour que ça soit un peu plus zoomé, en fait, sur... Ouais. Voilà, c'est... Ok, on regarde ça. C'est une interrogation, je ne sais pas trop ce qu'en pensent les autres et surtout si les autres financeurs y trouveront leur compte. Ouais. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'il va falloir qu'on soit clair juste sur ce qui est pris en compte et ce qui ne l'est pas. Je vois déjà en fait, et moi le premier, c'est le genre de réflexion que je pourrais faire, c'est sur la notion d'exclure certaines zones qui ne sont pas définies comme bocagères, alors même qu'il y a un rôle de fonctionnalité et de connectivité qui n'est pas négligeable. Du coup, il va falloir trouver une clarté dans l'explication de l'exercice. Mais ça se trouve, hein, mais il faut juste qu'on soit d'accord. Et sur l'utilisation qu'on va en faire. Quoi. Ouais. Peut-être, tu vois, pour la partie verte à conserver, il y a peut-être des endroits où tu l'as bien à conserver, mais en fait, il n'y a pas de bocage. Après, typiquement, je me dis qu'il peut y avoir des secteurs où il y a peu de bocage, mais pour autant, il peut être conservé. Ou après, c'est peut-être aussi, oui, où on le met à restaurer parce qu'il est à augmenter. Mais peut-être qu'en effet, là, la carte qu'on a faite est trop optimiste et que ça serait plus du jaune un peu
plus partout et du vert moins réparti. Mais on prend note, ouais. Ok. Et par exemple, les zones en grisé, là, donc c'est pour un rhinolophe, mais c'est le grand rhinolophe, c'est ça? T'as Oui, fait ça la va être carte. soit des zones d'absence, soit des zones d'altitude, soit des zones où, comment dire, où c'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est ponctuellement. Si tu prends par exemple les Monts d'Or, choses comme ça, où on sait que c'est pas une zone où le grand rhinolophe, enfin, on doit avoir un individu qui passe tous les 4 mois, quoi. D'accord. Mais après, encore une fois, enfin, c'est là où la dangerosité de ce genre d'exercice d'illustration. Oui, non, mais c'est. En refaisant le travail, on a une carte complètement différente. Le travail, je veux dire, de façon fine et en prenant le temps de le faire, on a quelque chose de différent. Mais c'est là où la définition du bocage va être importante finalement et de savoir où est-ce qu'on s'arrête. Ouais. Est-ce qu'on intègre par exemple des zones périurbaines, des choses comme ça, où on considère bah non, c'est pas du bocage, alors même que ça pourrait être intéressant de travailler sur la restauration dans ces zones-là. C'est pour ça que ça me semblerait pas mal de repartir finalement, enfin, sachant que je n'ai encore jamais vu le résultat, mais de repartir peut-être de l'inventaire qui a été fait au niveau national, voir ce que ça peut donner déjà. C'est ce qui... Et le croiser avec l'aire de répartition de chaque espèce, quoi. Et les possibilités de reconquête, tu vois, voilà. Ok. Eh ben, moi j'ai noté ça. On y travaille pour quelques espèces pour la prochaine fois, pour voir si c'est pertinent et adapter la méthode. Ok. Ouais, Jérôme Chevarin a fait une petite observation qui effectivement, quand on regarde la carte, on a l'impression que tout va bien en fait. Ouais, mais enfin, et à un moment donné, quand on voit les résultats récents aussi, on se rend compte que finalement, le grand rhinolophe, on sort pas trop mal. C'est pas un bon exemple du coup, mais il y a ça aussi. Ouais. Non mais oublions quand même... cette carte-là, c'était une représentation. Non, mais c'est bien. On aurait pris une carte pour la pie-grillage, ça aurait été totalement différent, par exemple. Mais c'est là où voilà, il va falloir qu'on soit vigilant sur l'interprétation de ces cartes. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Je vois que il y a peut-être... Oui, si Jérôme est en train d'écrire. Peut-être... Du coup, ça ira plus vite. Oui, merci. Non, je m'interrogeais par rapport à la fonctionnalité, en fait. Alors là, on est sur une échelle macro, alors c'est compliqué de faire ressortir des choses, mais est-ce que il y a possibilité de se dire à partir d'une certaine surface, on se dit bah il y a une fonctionnalité du milieu qui est vraiment très intéressante et du coup on est sur des milieux encore plus à conserver que juste des petites mosaïques. Voilà. Ouais. Cette notion de fonctionnalité, elle est vraiment importante. Elle est à la fois importante, mais du coup très compliquée à mettre en évidence, parce qu'elle va être dépendante d'une espèce, dépendante d'une typologie. Et elle va intégrer, justement, c'est pour ça que je trouve intéressant que tu sois présent, Jérôme, elle intègre une notion aussi d'infrastructure, de pas mal de choses qu'on pourrait rajouter à ce genre de carte. Mais du coup, là, on sort un peu de la définition. Enfin, c'est pas qu'on sort, c'est que c'est là où il faut qu'on définisse vraiment le cap de ce sur quoi on travaille. Est-ce qu'on travaille à l'échelle de... Enfin, est-ce qu'on s'arrête au bocage et à un état du bocage, ou est-ce qu'on ajoute cette notion de fonctionnalité, et auquel cas il faut travailler sur des notions de dynamisme, d'évolution, de connectivité, de fragmentation. Par rapport à ça, je me dis qu'il faut regarder dans un territoire, par exemple, si, c'est mon interprétation, hein, si alors là, je recentre, hein, on est toujours, là, l'idée, c'est d'avoir des questions arbres. On pourra refaire la réflexion sur tout ce qui est prairies, zones humides, etc. Mais là, on se concentre sur l'arbre, parce que l'idée, c'était d'avoir des outils pour les financeurs sur là où est-ce qu'ils financent pour planter, et voilà quoi. Et aussi à l'animateur de savoir si ça vaut le coup de planter pour telle ou telle espèce. Donc, on se recentre sur l'arbre, et dans un territoire, par exemple ce territoire-là, est-ce qu'on considère que le bocage est fonctionnel? Si oui, ben, il est plutôt à conserver. Si on considère qu'il n'est pas fonctionnel, parce que pas connecté, parce que trop fragmenté, ou pour toutes les raisons qui ont été citées tout à l'heure, hein, hop, ici, avec de l'arrachage, des remembrements, etc.,
on considère qu'il est à restaurer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, il y a peut-être des trucs que j'ai pas compris dans vos remarques. C'est ça. Je pense que c'est ce que tu dis, en fait. C'est les critères d'évaluation qui vont être importants dans ce qui va permettre d'arriver à cette classification. Et faut juste poser à l'amont vraiment l'objectif de l'outil et le cadre de l'outil. Okay. En fait, ma remarque était vraiment que sur l'AE, pas sur le système agricole à côté. Je mets les pieds en place sans forcément avoir des solutions ou des réponses plutôt. C'est dire, en fait, une haie, il y a plusieurs types de haies et on a des haies qui sont, qu'on plante, mesures compensatoires, et qui sont pas, pour l'instant, des milieux qui équivaut avec des bocagères qu'on a dans l'Allier ou dans les Combrailles, qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années et où les structurations sont déjà là. Et là, l'intérêt, il est bien plus important que sur d'autres choses que l'on peut faire. C'était un peu ça, mais je n'ai pas la réponse, mais c'est juste pour souligner ça, en fait. Pas de souci, merci. Ouais, on comprend bien. Et puis, ça va être dépendant des espèces, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt à dire d'experts, même si en effet on s'aide d'autres outils comme la carte nationale ou la fragmentation. Mais oui. Parce que du coup, il n'y a pas d'espèce, un peu c'est cliché, mais parapluie par rapport au bocage. Bon, j'ai entendu le rhinolophe, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un ensemble d'autres espèces qui pourraient se dire, si on a la présence de ça, ça et ça, on peut considérer quand même qu'on est dans des milieux plutôt très intéressants. Alors là, on est plutôt dans l'entrée en fait PNA. Donc, on se focalise sur les espèces PNA. Généralement, ces espèces-là peuvent être aussi des espèces parapluies, mais là, voilà, on a vraiment l'entrée PNA, et l'idée, c'est aussi de pouvoir, favoriser quelque chose à la carte. Et c'est notamment un besoin qui était remonté des animateurs agroforestiers qui ne veulent pas faire la même haie dans tout Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie pour ces retours. Du coup, sur le choix de l'entité de découpage, ça vous paraît cohérent du coup, en termes de clé d'entrée de découpage du territoire? Qui dit mot consent? Oui, c'est. Il y a Romain. Ouais. Oui. Pardon. Oui, c'est globalement cohérent. Après, il y a des je sais pas, je vois un truc comme ça qui me flash les yeux tout de suite, parce que c'est un endroit où je travaille. C'est la Planaise de Saint-Flour, par exemple, qui est intégrée à l'ensemble du massif du Cantal. Alors qu'on a quand même des très grosses différences entre le massif proprement dit, qui sont des grandes zones d'estive ouvertes, et les planaises en général à plus basse altitude, qui elles ont un bocage plus ou moins dense et qui sont particulièrement concernées pour plusieurs espèces du PNA. Je pense tout de suite à la pigrèche grise au Minot Royal, etc. Donc il y a peut-être besoin d'aller même encore un peu plus dans le détail, je sais pas. Ok. On passe peut-être un peu il y a une autre question. Non, c'était Romain. On fait peut-être un peu le tour des outils, voir s'il y a des actualisations, des choses qui sont faites. Ça m'étonne en effet que la planète ne soit pas découpée. Il me semblait l'avoir vu. Ouais, j'ai pas forcément en tête des choses plus découpées, mais sinon après ça peut être aussi, on peut faire peut-être des découpages un peu plus resserrés pour certaines espèces où on voit qu'il y a et des territoires qu'on connaît mieux aussi. Je pense qu'on peut avoir cette souplesse là aussi. Mais déjà, si tu crois ces entités paysagères avec, encore une fois, je n'ai pas vu cette carte, mais avec la carto des linéaires de haies, sans parler de qualitatif, du niveau national, tu vas faire ressortir des différences, comme disait Romain, des différences dans certains secteurs qui sont pour l'instant un peu gros et pas trop sous-découpés, quoi. En regardant la carte, j'ai effectivement je pense que pour le travail auvergnat, c'était un travail moins fin que pour la partie rhône-alpine. Tout à fait, oui. Pour la
Pour la partie Auvergne, il y a la carte qui avait été faite par l'Adréal sur les paysages, là, qui est, je pense, très bien adaptée à ce genre de travail. Il me semble que c'est celle-ci. C'est ça, hein. Il me semblait que c'est celle-ci, moi. Mais... Bah, ça doit être seulement les grandes entités, parce qu'il y a un sous-découpage Ouais, qui c'est vrai a qu'il y a été plusieurs pris en découpages. compte, je pense. Ok, d'accord. On regardera du coup, ouais. Merci. Ouais. Pierre? Oui. Je voulais juste te dire que je croyais que la carte que vous évoquiez, il n'y avait que les haies, mais je crois que les alignements d'arbres ou les arbres isolés n'y figuraient pas. Et ça pouvait être aussi intéressant il y avait peut-être aussi quelques manquements sur cette carte-là qui était certes très intéressante, mais en termes peut-être de corridor écologique, c'est vrai qu'on avait pu constater ça, je crois. Hein. La carte de l'OSB, vous voulez parler? Non, la carte, je crois que c'était la carte qui nous a été présentée, la carte avec les grandes haies là, que vous aviez évoqué tout à l'heure. Il y a une carte régionale ou une carte nationale, je ne m'en souviens plus, avec les grands linéaires de haies. Mais je crois que ça ne prend en compte que la haie. Les alignements d'arbres ou les bosquets ne sont pas pris en compte dans la haie, donc du coup, ne sont pas pris en compte dans la carte, pardon. Et donc du coup, ça pouvait aussi biaiser certains points où il y avait peut-être finalement un corridor qui était également présent. Voilà. Ok, merci. Donc, je vais passer au deuxième point. Donc, le deuxième point, c'était donc optimiser la méthode de cartographie et de description, cette fois-ci fine, du bocage. Donc, l'idée, c'était d'avoir des retours d'expérience, de se partager les outils et de proposer une méthodologie commune dans un objectif de gain d'efficacité. Donc, déjà, pour recadrer pourquoi la cartographie, donc là, n'hésitez pas aussi à compléter, parce que c'est des propositions qu'on vous fait. Donc, c'était notamment poursuivre dans le temps la restauration et comprendre l'évolution du bocage, avoir des méthodes comparables de suivi d'un site à l'autre et dans le temps également, et aussi faciliter les contrôles, notamment par rapport à l'arrachage. Voilà, donc je ne sais pas si vous y voyez d'autres objectifs, d'autres intérêts de cette cartographie fine et de description fine du bocage. Et ça permet aussi de vraiment cibler, comme vous l'avez fait avec la carte précédente, vraiment cibler les territoires qui ont un besoin important et cibler les différentes actions et les recentrer sur ce territoire là, ça me semble. Enfin, c'est ce qui est lié entre les lignes, mais c'est important ça aussi, je pense. Tout à fait, oui. Excusez-moi, je note en même temps. En gros, la carte d'avant, ça aide les financeurs et cette carte-là, ça aide les gestionnaires, quoi. C'est ça. C'est plus un besoin, en effet, de gestionnaire. Romain? Oui, Romain. Oui, j'ai pas vu pour l'instant, mais pour être allé dans l'Allier ce printemps chercher des piriches à tête rouge, j'ai été assez effaré de l'impact de la chalarose du frêne sur le bocage dans l'Allier. À savoir que j'avais l'impression qu'à peu près 100% des frênes étaient crevés dans le bocage et qu'il restait que la moitié du bocage vivante composée de chêne. Je ne l'ai pas vu là pour l'instant dans les menaces identifiées. Et est-ce que c'est pas intégrer un outil de suivi quand même? Parce que ça me semble assez considérable de ce que j'ai pu voir. Donc tant en termes de suivi de l'évolution du bocage, parce que s'il y en a la moitié qui crève, ça peut changer beaucoup de choses. Je sais pas comment intégrer Ouais. cette Je pense qu'il y a un lien à faire avec l'objectif suivant qui va être tout ce qui va être adaptation ou choix aux modifications climatiques et aux modifications hydriques. Enfin, la Scalarose, elle est clairement en train d'arriver dans son impact. Je crois que même dans le secteur du Cantal, c'est une catastrophe, certains secteurs. Et c'est partie des réflexions qu'il va falloir qu'on mène, je pense, plutôt sur l'objectif 3 d'adaptation des essences à toutes ces perturbations, quoi. Après, pour compléter, je pense qu'on... mais pour moi, ça va aussi dans comprendre l'évolution du bocage. Pas forcément que restauration, mais on le comprend aussi par rapport à ça. Après, je sais pas, Pierre, si toi, tu veux apporter peut-être des éléments plus particuliers sur votre vision, vous, de ce champignon.
Alors oui, pour le coup, la calarose de frêne est vraiment assez répandue dans toute notre région, de toute façon. En effet, dans l'Allier, donc il y a eu quand même deux phénomènes. D'une part, la calarose, et puis il y a aussi beaucoup de chênes qui sont disparus ces dernières années, notamment à cause des 3 ou des 4 sécheresses que Ouais. le département de l'Allier a connues. Cette année a fait du bien aux arbres, mais les arbres ont beaucoup souffert. J'y suis moi-même allé au mois d'août cette année et on voit des chênes ou des frênes qui sont complètement secs, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment penser, à penser aux années futures et donc du coup à réfléchir à implanter d'autres essences, penser au renouvellement de ces arbres qui se dégradent. Mais il n'y a pas forcément de lutte contre la calarose. Nous, ce que l'on préconise, c'est de ne surtout pas implanter des frênes qui viennent d'ailleurs. Quand on fait des projets de plantation, par exemple, on dit aux agriculteurs qui veulent à tout prix des frênes dans leur haie, eh bien d'aller les chercher autour de chez eux, ce qui évite en fait le déplacement éventuel de la maladie. Voilà. Mais donc, c'est vrai, c'est une remarque très intéressante. Il faut vraiment essayer voilà, de réfléchir à ce renouvellement. Et donc, il faut planter des arbres pour compenser ceux qui sont morts, c'est trop tard, mais ceux qui devraient vraiment souffrir de la sécheresse. Voilà. Ok, merci. Donc pour la cartographie, on a donc déjà à plusieurs, on a déjà identifié quelques exemples, notamment ce que le SEN a fait en partenariat avec, je crois, la mission Haie et Chauve-souris Auvergne, donc la cartographie du bocage des 2 sites Natura 2000 Chiroptère, Salins, Palmont dans le Cantal. Donc on va vous présenter 2 cartes tout à l'heure. Il y a aussi donc la présentation des outils du pôle bocage au niveau national de l'OFB. Donc Julie nous fera une présentation tout à l'heure également. On a aussi d'autres idées qui sont l'outil national label Haie de la mission Haie, donc qui permet de décrire le bocage et qui a plutôt un objectif aussi de plan de gestion associé. Il y a les grilles de description du bocage type indice de biodiversité potentielle, donc IBP, du bocage pour le maintien des particularités du bocage topographique via la PAC, donc les BCAE 7 pour les intimes. Donc un exemple aussi qu'on pourrait présenter, c'est ce que mène la LPO Roi, notamment dans le cadre de la cartographie des haies, des sites en mesure compensatoire de la 79 dans l'Allier. Donc l'idée, c'est qu'on fasse un espèce de partage d'expérience pour voir qu'est-ce qui nous paraît intéressant, qu'est-ce qu'il y a à retenir, comparer un petit peu ces différentes méthodologies et voir ce qu'on pourrait proposer dans le cadre des PNA sur cette thématique-là. Donc je ne sais pas si vous en avez d'autres. Donc comme vous l'avez compris, on vous présente les 2 premiers juste après. Est-ce que vous avez d'autres retours d'expérience à nous partager qui pourraient être intéressants d'aller chercher pour une prochaine réunion? Après, au niveau du syndicat de la Rivière-d'Ain, on a travaillé avec un modèle de canopée, donc on l'a pas décrit avec du terrain. Par contre, on a quelque chose de très complet au niveau géométrique. Donc je ne sais pas si ça peut compléter Carrément. ce qui est fait par ailleurs, mais voilà. Ok, super, c'est noté. En 2 mots, du coup, il y a juste pour qu'on comprenne bien tous, je suis pas forcément sûr d'avoir bien compris, il y a eu un exercice en fait de diagnostic à la fois horizontal mais vertical aussi, c'est ça? Ouais, en fait, on a du lidar quasiment sur tout le D'accord. territoire et du coup, on a travaillé avec ça. Ok, très bien, super. Après, il ne faut pas hésiter à nous donner d'autres idées qui vous viendraient en tête ou si vous en parlez après dans des réunions, etc. et que vous avez connaissance d'un autre exemple qui pourrait être intéressant de s'inspirer, à nous en faire part par la suite. Hein. Sabine, je pense que je vais re-questionner les collègues de Bretagne et Pays de la Loire parce que je pense qu'ils ont énormément travaillé sur l'aspect bocage et ils ont peut-être développé des outils de ce style-là. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller voir ces 2 régions-là. Ok, super. Romain Donc, Bretagne, Deschamps, Pays de Loire, c'est ça. Pardon, oui. Normandie aussi, je pense. Malheureux. Ils sont souvent en avance. Ok.
Romain Deschamps, du coup. Alors, on t'entend pas. Ouais, je sais pas si ton micro est ouvert, Romain. 1, 2, 1, 2. Oui. C'est bon, on Mieux. entend. Oui, un petit mot sur ce qu'on a pu mettre nous en place dans l'Allier au niveau des atlas de biodiversité communale, donc des outils participatifs à destination des communes, notamment sur le bocage bourbonnais en 2017-2019. Donc en soi, c'est peut-être pas à la hauteur de ce qui a pu être listé pour l'instant, mais ça ouvre quand même des portes sur certaines choses, notamment nous sur le bocage bourbonnais. Là, on va être beaucoup en lien avec la communauté de communes pour mener un peu des actions, et je pense qu'il peut y avoir des choses comme ça intéressantes. Et là, on vient de démarrer un nouveau projet d'ABC avec Commentry Montmarot-Néry, donc 33 communes. Donc avec le bocage, ça fait plus de, je crois, 70 communes en tout qui sont aujourd'hui un peu sensibilisées à tout ça. Donc il y a peut-être des choses aussi à creuser de ce côté-là. Ok, merci. Alors, Lilian, oups, j'y arrive pas. Je te laisse peut-être la parole pour présenter les cartes de Salins et Palmont. Ouais, rapidement, du coup, c'est pour poser un peu le contexte, donc Salins et Palmont sont deux petits sites Natura 2000. Donc c'est des sites avec une entrée chauve-souris très marquée. Hein. Ce sont des sites qui ont été désignés de par la présence de colonies de petits rhinolophes à l'époque. Donc ce sont des sites qui sont animés par le Séne-Auvergne maintenant, et sur lesquels on travaille plutôt de façon assez fine, dans le sens où ils sont assez petits en termes de surface. Et du coup, on a vraiment une opportunité de travail, je trouve, à une échelle pour le coup très fine. Donc là, vous êtes sur la première cartographie que vous avez, c'est le site donc, de Salins, donc dans l'ouest du Cantal. Et en fait, l'exercice qui avait été mené à l'époque par le CEN, c'est un exercice alors vraiment, en termes de méthodo, c'est très simple, c'est de la lecture par photographie aérienne ancienne. Et juste de cartographie, donc du coup du bocage historique disponible en données, et de l'état actuel à l'époque où la carto a été faite, donc en 2016, pour essayer d'avoir une vision un peu évolutive et dynamique de ce bocage. Donc voilà, on a un petit résultat donc, qui est très succinct, qui a été présenté vraiment en copie, mais pour mettre en évidence l'enjeu majeur de ce petit site. Donc encore une fois, la taille du site permet de le faire de façon assez simple, je trouve. Mais cette dimension dynamique était intéressante, je trouve, à intégrer dans nos réflexions. Et voilà, donc c'était juste un premier résultat qui a été fait manuellement. Du coup. Et le second, donc c'est sur le site pas du tout de Palmont, en effet, de Compain, mais bon, c'est le pendant plutôt toujours dans le Cantal, donc un petit site donc chauve-souris, et là on est plutôt à l'échelle d'une exploitation agricole. Donc on avait mis en place avec le conservatoire et la mission Haie à l'époque, un catalogue, enfin pas un catalogue, une méthodologie de relevé des haies et du bocage avec vraiment une entrée et une vision chauve-souris. Là on était parti sur un travail du coup des Bretons, qu'on avait adapté au contexte montagneux ou pré-montagne du Cantal, globalement d'Auvergne. Et avec toute une grille d'évaluation de la haie, donc à la fois sur sa structuration horizontale, verticale, continuité, enfin tout plein de critères sur lesquels on appliquait des notes et qui permettaient de mettre en évidence un état de bonne qualité ou de bonne fonctionnalité pour les chauves-souris. On était vraiment avec l'angle chauve-souris. Et derrière de travailler à l'échelle de l'exploitation et avec l'exploitante en l'occurrence pour mettre en place des actions de conservation, de restauration, donc là liées avec les outils Natura 2000, MAET et MAEC. Mais voilà, un petit exemple qui peut être fait, sachant que le travail de mise en place du formulaire d'évaluation avait été fait assez rapidement, assez simplement, et surtout avec une notion de prise en main assez simple par un technicien ou un animateur Natura 2000. Il n'y avait pas besoin d'être un spécialiste du bocage pour mener à bien l'évaluation. Voilà des exemples à une échelle vraiment extrêmement fine de ce qui peut être fait et qui doivent exister, j'imagine, pour d'autres espèces et d'autres sites ou d'autres régions. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est assez rapide, mais bon, c'est juste pour ouvrir la discussion sur ce qui peut être fait en termes de boîte à outils.
C'est 2 exemples qui paraissent intéressants en tout cas, et qui montrent l'amplitude, je pense, des choses qu'on peut faire. Donc je vais laisser peut-être la parole à Julie. Donc, Oui. Voilà. Donc, c'était pour présenter rapidement donc, le dispositif national de suivi des bocages. Donc, c'est un dispositif qui a été créé en partenariat donc, avec l'OFB et l'IGN. Et nous, au sein de l'OFB, c'est notre pôle bocage qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore beaucoup là-dessus. Donc, grosso modo, le dispositif, il avait trois étapes. Donc, il y a les 2 premières étapes qui ont été finalisées et on est en train de travailler sur la dernière. Donc, les 2 premières étapes, c'est ce qui a donné là sur la diapo les 2 premiers résultats. Donc, il y a déjà une couche nationale de référence des haies qui existe. Donc, c'est une représentation linéaire des haies et c'est à l'échelle de la France métropolitaine. Donc, du coup, en fait, ils ont travaillé à partir de la BD topo et du registre parcellaire graphique. Et du coup, ils ont utilisé les couches de haies surfaciques. Et donc, ils ont croisé les données et ça a permis de donner cette carte. Les données qui existent, elles sont téléchargeables gratuitement par tout à chacun sur le site de l'IGN. Donc, je vous ai mis le lien ici. Et en fait, sur le site de l'IGN, vous pouvez aller télécharger les données par département. Et ensuite, vous pouvez zoomer à l'échelle communale. Donc, c'est utilisable par tout le monde. Et je pense que c'est un outil qui est assez intéressant. Et du coup, actualité récente, mercredi prochain, donc le 8 décembre, en fin d'après-midi, il y a un webinaire de lancement pour expliquer justement ce que c'est cette couche nationale de référence et comment ça a été construit. Donc, si certains sont intéressés, je peux vous renvoyer là, normalement, vous devez accéder à la page pour les inscriptions. Donc, si certains sont intéressés, il ne faut pas hésiter. Et puis, alors non, si vous pouvez revenir juste avant, la deuxième carte, la carte qui figure sur la diapo, ça c'est le deuxième outil qui a été créé. C'est une carte de densité des haies, pareil à l'échelle métropolitaine. Donc ça a été, en fait, ils sont partis du linéaire de haies et puis ils ont croisé avec plein d'autres de données et des indicateurs pour avoir cette espèce de carte pour représenter les départements finalement plus ou moins bocagés à l'échelle de la France. Et là, pour cette carte-là, je crois qu'ils ont pris en compte pas que les arbres, on va dire, mais bien les mares et toutes les choses comme ça. Donc, mais celle-là, pour le moment, les données ne sont pas téléchargeables et je ne sais pas encore trop, mais je pense qu'on doit pouvoir zoomer aussi à des échelles départementales parce que nous, dans le cadre de ce que je vais vous présenter après, on a utilisé des données au niveau départemental. Donc, je pense que à terme, ça sera téléchargeable aussi et utilisable. Mais ça, je pourrais me renseigner pour une prochaine fois. Je pourrais demander plus finement au pôle bocage comment ça fonctionne là, sur ces histoires de densité bocagère. Et donc, la troisième, donc là, on peut passer à la dernière diapo. C'est ce qui a été mis en place cette année. Donc, la troisième étape, c'est de faire un suivi qualitatif de l'évolution des bocages. Donc là, pour le moment, il y a un protocole qui a été mis en place cette année en 2021, donc créé par le pôle bocage. Mais pour le moment, c'est vraiment une phase de test. Donc, ce protocole, il serait mis en place, il a été mis en place à l'échelle de toute la France métropolitaine. Tous les collègues de tous les services départementaux ont eu à le tester. Donc, c'est vraiment pour avoir une vision globale. Et du coup, le travail qui a été fait cette année, dans chaque département, les collègues sont allés prospecter 4 mailles. Donc, les mailles, vous voyez, je vous ai mis une carte pour vous donner un peu l'idée de la chose. Donc, une maille, ça fait 100 hectares. Et puis, dans chaque département, il a fallu prospecter donc 4 mailles et chaque maille correspondant à une densité bocagère. Donc, classé de 1 à 4, les mailles, les catégories 1, c'était les moins bocagères jusqu'aux catégories 4 où là, on avait un bocage assez dense. Et du coup, pour chaque maille, en fait, les collègues, donc là, c'est vraiment de confronter la carto au terrain. Ils se sont rendus sur place, donc avec la carte, la photo, la vue aérienne de leur maille, et puis après avec une grille à remplir. Donc là, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, on voit pas beaucoup, on voit rien même, mais c'était pour vous donner une idée. En fait, donc quand ils étaient sur le terrain, les collègues, pour chaque haie,
Donc, chaque haie, ils ont dû tronçonner toutes les haies en petits secteurs dès qu'il y avait une intersection, changer le numéro de la haie. Et pour chaque haie, en fait, ils devaient relever plein d'éléments. Donc, déjà, ils devaient se référer à une typologie des haies. Donc là, au niveau du pôle bocage, ils nous ont sorti 11 catégories différentes pour les haies. Donc, en fonction des strates, en fonction de l'épaisseur, voilà, pour chaque. Donc, on était sur le terrain avec, voilà, c'est ce qui est représenté sur la diapo. Donc, pour savoir si c'était des arbustives, fines, hautes, enfin voilà. Donc, déjà, définir ça. Après, on avait des données à récolter sur la largeur du pied de la haie, présence ou pas de bandes enherbées d'un côté ou des deux côtés de la haie. Relever aussi s'il y avait des interventions sur la haie, donc de l'entretien, si c'était entretien récent, pas récent, quel type d'entretien. Après, on avait des données à récolter plus sur les particularités de la haie, si dans la haie, on trouvait des très gros arbres, des arbres des mondes, des arbres têtards, des arbres morts à cavité. Donc là, c'était plus pour la fonctionnalité, plus les fonctions écologiques. Et puis après, on devait pour chaque haie relever les 3 essences majoritaires. Donc voilà, ce qui fait que c'est un travail qui est hyper chronophage parce qu'il faut vraiment décortiquer chaque haie et donner tous ces éléments-là. Donc pour le moment, c'est une phase de test. Les collègues en SD, ça leur a pris énormément de temps pour réaliser leurs 4 mailles parce que quand vous êtes sur des secteurs peu bocagés, ça va très vite. Quand vous êtes sur des secteurs beaucoup plus bocagés, moi, j'ai fait une maille à lacelle dans l'Allier. Ben là, il vous faut presque une journée et demie pour faire votre maille. Donc, c'est hyper long. Mais bon, voilà. Pour le moment, c'est une phase de test. Mais l'idée, c'est bien avec les remontées de terrain des collègues, c'est bien de finaliser un protocole qui va se mettre en place. Alors, ça ne sera sûrement pas en 2022 parce qu'avec toutes les remontées qu'il va y avoir, les collègues du pôle bocage, ils vont avoir pas mal de travail. Mais je pense qu'à partir de 2023, les collègues de SD seront sollicités pour tous les ans aller faire ce suivi-là sur des mailles dans leur département. Mais après, ça reste… on peut se dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que 4 mailles sur un département, ça fait très peu. Mais c'est voilà, pour se donner quand même une idée de l'évolution des bocages. Et à terme, ce qu'envisageait quand même le pôle bocage aussi, c'était de proposer à différents partenaires de participer à ce protocole, en fait, pour récolter le maximum de données. Super. Et là, je me posais la question, est-ce que les résultats que vous faites par maille, ils viennent un petit peu peut-être corriger l'analyse globale qui a été faite? Est-ce que ça permet de mettre un peu à jour? Oui, c'est l'idée aussi, ça, de confronter l'analyse informatique, de la confronter à la réalité du terrain, en fait. Mais grosso modo, sur ce qu'on a fait pour le moment, ça correspondait… après, c'était ça aussi c'est l'intérêt aussi de ce travail de terrain, c'est de se dire ce qui apparaît en haie via les différentes analyses informatiques, quel type de haie c'est vraiment sur le terrain et quel intérêt ça va avoir. Parce que en fait, vous allez tout va apparaître, tous les types de haies en fait vont apparaître sur la carto, que ce soit une haie taillée au carré dans l'Allier comme une haie multistrate super intéressante. Donc, c'était ça un peu aussi, de confronter l'analyse informatique à la réalité du terrain. Parce que du coup, le travail cartographique, on va dire quantitatif, il est remis à jour régulièrement ou pas du tout? Ou c'est via ces fiches que c'est remis à jour seulement? Je pense que normalement, ça devrait être remis à jour régulièrement. Mais je ne saurais pas te dire à quelle échelle de temps. Ouais. Mais ça, je pense que mercredi, ils vont l'expliquer vraiment finement, tous ces détails-là. Ils vont donner les éléments mercredi, je pense. Parce que du coup, ces fiches qualitatives, donc là, vous avez fait des phases de test. Et on voit bien que c'est, tu l'as dit toi-même, c'est infaisable au niveau de tout le territoire. Ah oui. Donc, c'est quoi le but du jeu après pour l'OFB? C'est de pouvoir vous tester, ensuite vous redéfinissez des zones prioritaires et vous y retournez dans les années qui suivent?
Et ben après, ça justement, c'est en cours de… Parce que quand ils nous ont envoyé le protocole, le pôle bocage, ils pensaient que pour chaque maille, on allait passer très peu de temps. Donc, je pense qu'eux, ils pensaient que ça allait être un protocole qui serait facilement mis en œuvre et que du coup, on pourrait en prospecter pas mal. Mais sauf que dans la réalité, le protocole tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est hyper dur de… on ne peut pas faire beaucoup on aurait trop de temps à consacrer en fait. Donc, l'idée au départ, c'était de prospecter chaque année des mailles différentes en fait. Donc, vraiment pour voir comment ça évoluait. Mais après, voilà, pour le moment, on en est là. C'est vraiment en test, quoi, parce que concrètement, sur le terrain, ce n'est pas facile à mettre en œuvre en étant que les agents de l'OFB et en n'ayant que qu'un peu de temps à y consacrer, quoi. Enfin, c'est un travail de titan et puis en plus, ça bouge beaucoup le bocage. Hein. Du coup, nous, par exemple, typiquement, des haies qui étaient sur la carto, on en a trouvé certaines qui étaient plus des haies, quoi. On voyait qu'elles avaient, et c'était pas tout à fait récent. Hein. On voyait que ça commençait à repousser, mais elles avaient été broyées au pied. Donc oui, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, tout le temps. Après, je pense que quelque chose qui peut être intéressant, le fait qu'il y ait plein de types de haies ou d'alignements qui aient été produits dans ce dispositif, ça peut être intéressant aussi pour nous pour les qualifier en termes d'intérêt pour les espèces. Et donc ça peut être une base aussi à utiliser par la suite. Oui. Après, on était optimiste au départ parce qu'on pensait même coupler ça, nous, avec des relevés de terrain pour avoir des données espèces protégées liées aux haies. Et sauf qu'en fait, c'est pas du tout, c'est pas possible du tout en fait. Quand on est en train de faire les relevés là pour remplir notre grille, on n'a pas du tout le temps de regarder autre chose. Même que ce soit rien que l'avifaune qui paraît assez simple à faire, on peut pas quoi. On n'a pas le temps et ça c'est un peu. On attendait un peu ça au départ, mais pour le moment c'est pas possible comme ça quoi. C'était ma question du coup dans la fiche là qui est sur la diapo. Il n'y a pas de champ lié aux espèces. Non. Nous, on en a rajouté. Quand on a eu des choses qui nous sautaient aux yeux, notamment sur les pie-grièches, on les a notées parce qu'on se disait que nous, ça nous faisait des données qui pouvaient être intéressantes dans le futur, quoi. Mais sinon, non, c'est pas prévu pour le moment. Okay. Et donc là, 2 questions, mais vraiment complètement hypothétiques. Est-ce que vous pensez que, alors c'est peut-être pas en forme de maille, mais si on vient à faire ce genre de travail via d'autres actions dans un site Natura 2000 ou dans un territoire contre Vert et Bleu, est-ce que vous pensez que, même si c'est pas le WFB qui le fait, ces données-là pourraient être utilisées? Je pense. Mais je pense que même à terme, c'est ce qui est un peu attendu, justement, parce que sinon, c'est un travail. Si on garde ça en interne à l'OFB, ça fait un travail de fourmi, quoi. Donc, l'idée, c'est que je pense, s'il y a des partenaires qui sont intéressés pour le développer sur des territoires ou des partenaires nationaux, certaines associations qui veulent le développer à l'échelle nationale, l'idée à terme, c'est bien ça, et c'est que ça devienne un outil un peu participatif avec le maximum de données qui soient récoltées. Et j'avais une autre question. D'ailleurs, dans pas longtemps, là, au mois de janvier, il y a déjà FNE Aura. Eux, ils ont une grille avec leur dispositif Sentinelle des bocages et ils nous ont demandé si on pourrait pas leur montrer déjà la grille que nous, on utilise pour qu'à terme, les données qui sont récoltées dans le cadre de Sentinelle des bocages puissent être versées à ce suivi-là. Et donc, j'ai interrogé le pôle bocage à ce sujet. Et ils ont dit que, voilà, oui, ils y sont même hyper favorables, en fait. C'est vrai que ça serait intéressant d'utiliser à peu près tous les mêmes données d'entrée pour alimenter ce suivi. Hein. Moi, je suis plutôt pour. Après, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir si on ne peut pas rediscuter avec vous, dans un second temps, quand vous aurez fini la phase de test, si vous avez les moyens, est-ce qu'on ne peut pas rediscuter sur certains secteurs prioritaires pour aller prospecter au niveau des, en croisant avec des enjeux, par exemple, espèces PNA, pour prendre cette entrée-là. Prioriser un petit peu, comme on ne pourra pas, ça sera impossible de tout cartographier, prioriser peut-être des secteurs où on sent qu'il y a un souci. Oui, mais ça, je pense que ça sera possible. Mais je poserai la question au pôle bocage, mais je pense que oui, parce que de toute façon, sinon, c'est vaste, quoi, c'est trop vaste.
il y a aussi peut-être une notion intégrée qui vient d'apparaître de mutualisation des indicateurs. Par exemple, si on a des relevés bocage assez fins, tels que celui-ci sur certaines mailles, pourquoi pas y implanter d'autres indicateurs. Je pense par exemple Kiro sur Vigikiro, qu'on a présenté tout à l'heure, ou d'autres espèces qui peuvent permettre de mutualiser les compréhensions. Enfin voilà, à réfléchir, mais ça me pose question du coup de mutualiser les zones d'échantillonnage. Et du coup, là, par exemple, quand une maille va être enseignée, qu'est-ce que ça va donner au niveau carto? Tu vas aller sur ta maille, enfin sur ton interface carto, tu vas cliquer sur ta maille et tu auras cette fiche-là. Alors, ça, c'est une bonne question parce que pour le moment, comme c'était qu'un test, nous, on a travaillé sur papier. Et donc, on va tout renvoyer au pôle bocage, donc 4 mailles par département. Et c'est eux qui doivent tout saisir. Mais l'idée à terme, c'est bien d'avoir une interface sur laquelle tu puisses aller renseigner en fait quand tu es sur le terrain. Mais ça, pour le moment, ils attendent en fait vraiment d'avoir finalisé le protocole avec ce qu'ils vont nous demander vraiment de compléter finalement pour nous donner l'outil. Mais ça, voilà, à terme, c'est quelque chose, ils réfléchissent à ça aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en 2022, je pense qu'il n'y aura pas de… Peut-être qu'on reconduira un peu le test pour finaliser la grille, mais vraiment le lancement du protocole en lui-même, je ne pense pas que ce soit avant 2023. Mais oui, parce que c'est un travail… je pense que c'est nécessaire de pouvoir faire de la saisie en ligne, si c'est possible, parce que la façon dont on travaille, on fait vraiment un découpage hyper fin des haies et on se retrouve avec un nombre de lignes hyper important. Hein. La maille sur la selle là, dans l'Allier, je pense qu'on a fini avec plus de pas loin de 150 haies en fait. Donc 150 lignes à saisir. Vive les applis et les tablettes. Ouais. Ok, merci beaucoup pour tous ces retours. Donc, voilà, pour la prochaine réunion, on voit peut-être d'autres retours d'expérience. On les représente tous les uns peut-être plus dans le détail. Ça sera sûrement une réunion consacrée que à ça, pas comme aujourd'hui avec tous les comment dire, les chantiers en même temps pour voir ce qu'on pourrait faire. Donc le troisième point qui était donc là une liste d'essences et de formes de bocage objectifs pour les espèces PNA. Donc avec notamment une idée derrière qui est une adaptation au territoire et aussi au changement climatique. Donc ça vient c'est un besoin en fait des animateurs de restauration de bocage ou agroforestiers, pardon, pour, comme je disais tout à l'heure, ne pas faire la même haie partout en Auvergne-Rhône-Alpes et pouvoir créer des haies qui soient favorables à nos espèces PNA. Après réflexion, donc notamment avec Sylvie Bonnier, on pense qu'il pourrait être intéressant de créer un espèce de catalogue des arbres ou formes de bocage favorables aux espèces PNA. Donc avec notamment les arbres qui sont porteurs de nids, de gîtes, de repos, dortoirs, des arbres qui sont utilisés pour la chasse ou aussi pour le déplacement, voire peut-être pour d'autres fonctions. Donc là, pour donner un petit exemple pour les pie-grièches, qui est pas complet, hein, mais voilà, les pie-grièches vont utiliser des boules de gui dans les peupliers, dans la plaine d'Ambert, pour mettre leur nid, notamment parce qu'il ne va pas y avoir forcément beaucoup d'arbres avec un couvert présent au moment de l'installation des nids, parce que les pie-grièches vont s'installer assez précocement. Dans d'autres secteurs où on va avoir du pin sylvestre ou des IPCA, elles vont pouvoir utiliser ce type d'arbres, notamment dans un objectif d'être à l'abri des prédateurs. Elles vont plutôt utiliser alors là, je ne sais plus la forme de la branche qu'elles vont pouvoir utiliser, mais elles utilisent des formes de branches plus particulières pour installer leur nid.
Et elles vont aussi utiliser d'autres arbres dans les parcelles comme poste de chasse. Et donc là, voilà, la position de l'arbre dans la parcelle va être intéressant. Le fait que ce soit un arbre isolé peut être aussi plus intéressant. Ça peut être également intéressant pour le nid, parce que bah, voilà, on a aussi une meilleure vision de l'approche des prédateurs. On pense que ça pourrait être intéressant que ce catalogue, ces fiches, en tout cas du catalogue, puissent être co-élaborées par les experts de l'espèce et la mission E, notamment pour que, comment dire, il y ait une co-construction et que la mission E puisse poser des questions pour aller un petit peu plus loin, parce que forcément, bah, les experts naturalistes vont pas avoir, comment dire, la vision tout de suite de ce que pourrait être l'arbre demain. Et donc, la mission est poser un peu plus de questions pour vraiment aller dans le détail et que ce soit vraiment des fiches opérationnelles derrière. Et aussi, donc, dans un second temps, avec un peu de prise de recul, une fois que pas mal de fiches seraient élaborées, on est une... Oups, mince. Oups, j'ai des petits problèmes d'animation, pardon. Qu'on ait une réflexion sur le changement climatique. Donc, typiquement, bah, identifier les risques par rapport à telle et telle essence et essayer peut-être de rechercher des solutions, notamment avec une diversification génétique, pas forcément aussi avoir tout de suite une diversification d'essence. Mais voilà, une fois que quelques fiches sont faites, avoir un peu de recul sur les risques et des pistes de solutions. Donc comme là, vous le voyez, nous, notamment cette idée de catalogue qui pourrait être améliorée, pour lesquelles on pourrait rajouter des fiches au fur et à mesure, nous permettrait de l'enrichir en fonction de l'amélioration des connaissances, parce que forcément, bah, pour toutes les espèces PNA, on n'a pas forcément eu ce regard-là sur tous les territoires. Et ce qui fait qu'on peut encore apprendre des choses et on va encore apprendre, j'espère, des choses sur ces espèces-là, et ce qui permettrait d'améliorer un petit peu ce catalogue. Donc après, moi, la question qu'on se posait aussi, c'était quelles sont les espèces PNA concernées, parce que toutes ne sont pas concernées par cela. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur ces différents éléments, notamment bah, si vous voyez d'autres type d'utilisation du bocage et quelles sont les espèces concernées ou non concernées. En tous les cas, pour nous, ça sera vraiment des données très très précieuses lorsqu'on élaborera les projets de plantation. On pourra vraiment affiner encore plus, vraiment, et répondre aux besoins des espèces PNA concernées, hein. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très précieux et très intéressant. Donc là, l'idée serait de faire des mini-réunions avec quelques experts des espèces, plus la mission E, pour construire ces fiches. Donc, ah oui, les experts identifiés vis-à-vis des essences et des changements climatiques, donc des personnes du Conservatoire botanique Massif central alpin et du CNPF. Alors là aussi, il y a des petits soucis d'animation. L'idée, c'est que le contenu de la fiche, il y aurait donc l'espèce PNA, l'utilisation des arbres, donc là l'exemple du Milan Royal avec les dortoirs et la nidification, les essences utilisées, les essences de remplacement à mettre dans un second temps, les explications en termes de type de plantation, si c'est en bosquet, en aliment, en ripisylve, etc. Là, l'idée, c'est qu'on ait des images aussi. Alors, j'ai essayé d'en chercher vite fait, mais j'ai pas eu le temps d'en mettre au final. Et donc aussi des préconisations du type sur l'entretien, la taille, les périodes d'intervention, les éléments à conserver. Et aussi pour aider à vendre, entre guillemets, aux agriculteurs ces types de bocage peut-être des fois un petit peu particuliers, ben, les intérêts agro-pastoraux pour que ça passe mieux, entre guillemets, même si des fois c'est un peu difficile. Voilà, n'hésitez pas, je vous laisse prendre la parole. Hein.
Ouais, il y a des commentaires dans le chat. Je pense qu'on est suffisamment peu nombreux pour que, si vous voulez, les exposer à l'oral et en discuter, ce serait sympa, je pense. Émilie, par exemple, sur ce qui va être déplacement, risque de collision. Non, c'était juste des questions qu'on se pose nous dans le cadre du marathon de la biodiversité sur la plaine de l'Ain, et où il y a pas mal de grands axes avec beaucoup de circulation. Et qu'est-ce qu'on fait de ces tronçons de haies? Est-ce qu'on les arrête avant? Est-ce qu'on essaye de faire des hop-over en mettant des essences de grande hauteur? Enfin voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant aussi de mettre dans les fiches. Ouais. Il n'y aura pas forcément des grosses différences entre territoires, mais peut-être un peu quand même. En termes d'explication de type de plantation, ouais, d'accord. Ok. Donc, un lien avec la notion de franchissement. Ouais. Du coup, je prends la suite des commentaires. Céline Tin, par rapport à la possibilité d'avoir 2 entrées, à la fois une entrée espèce PNA et une entrée arbre. Enfin, si vous voulez préciser. Oui, du coup, ce que je me disais, c'est que là, enfin, d'après ce que j'ai compris, les fiches, elles sont plutôt via une entrée espèce PNA, donc le Milan Royal, avec toutes les espèces, les essences d'arbres qui pourraient enfin, avoir besoin. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait aussi l'autre entrée où, par exemple, on a une fiche frêne et où on voit toutes les espèces PNA dont ça favorise. Et comme ça, par exemple, si nous, on a déjà du frêne, on va savoir toutes les espèces qu'on peut favoriser. Parce que suivant le projet qu'on cherche, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes besoins, la même entrée, enfin avoir la même entrée. Oui. Alors, je vois complètement l'intérêt. Après, c'est juste en termes de faisabilité, si on fait au fur et à mesure, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas, à voir. Ouais. En tout cas, je comprends vraiment l'intérêt, ouais. Ouais, peut-être sur un outil d'analyse de l'outil. Enfin, ouais, pardon, je réfléchis à un autre, mais avec une double entrée, ouais. Ok. Jérôme, du coup, ensuite. Attends, on lit en même temps, du coup. Si tu veux expliquer ton commentaire ou préciser, il n'y a pas de souci. Ça marche. Oui, alors, je sais pas si c'est vraiment le sujet, mais est-ce il est possible d'intégrer de la régénération naturelle, à savoir de la mise en défend avec la reconstitution de haies, du coup, les distances qui sont actuellement, sans trop avoir de bâches biodégradables, de filets, de ce genre de choses. Et on a eu une initiative avec l'ONF, là, ça fait plus de 10 ans où il y a eu ce genre de choses. Ça a plutôt bien fonctionné, même mieux que les plantations. Et voilà, est-ce qu'on ne peut pas non plus quelquefois tabler sur des choses un peu plus naturelles? Je pense que c'est faisable. Après, je pense que ça va dépendre beaucoup là, des espèces PNA. Parce que typiquement, là, quand on part sur des haies spontanées de ce type-là, moi, je pense tout de suite au déplacement de petits mammifères, où là, ça va être assez efficace assez rapidement. Mais typiquement, pour Pie-Grièche ou Milan Royal, ça sera peut-être un peu plus lent avant que ça devienne efficace. Donc, je pense que ça sera adapté en fonction des espèces PNA, mais ouais, c'est un des éléments à proposer, notamment. Après, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Bien sûr. de toute façon, sur le terrain, lorsqu'on voit qu'il y a déjà de l'existant et qu'on veut prolonger la haie ou que l'on veut l'adapter, eh bien, on se base toujours sur ce qu'il y a déjà d'existant et d'essayer de réfléchir et d'amener l'agriculteur ou le planteur à de la régénération naturelle. Ça se fait. C'est vraiment quelque chose que l'on peut éventuellement faire. Mais des fois, quand on implante une haie où il n'y a rien autour, ou alors la haie ancienne et les arbres sont assez loin, eh bien, c'est important de réimplanter des plants. Mais quand on est à proximité d'un linéaire bocager, bien sûr que qu'on propose une mise en défend pour qu'il y ait un bout de haie qui se régénère naturellement. Et vous avez raison, c'est ce qui sera, dans certains cas, le mieux, hein, dans des conditions très difficiles. Voilà. Mais ça se pratique, hein, ça se fait déjà, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on nous le propose pas mal, même dans les mesures de réduction liées à des infrastructures linéaires, par exemple, de laisser les haies se régénérer par mise en défend. Parce qu'apparemment, les sociétés d'autoroutes ont observé que ça reprenait parfois mieux que de la plantation.
Donc, c'est vrai que ça commence à arriver, ce genre de, on va dire, de méthode. Après, il faut vraiment l'accompagner parce qu'il y a beaucoup des fois de ronces qui poussent et l'agriculteur qui n'apprécie pas forcément la ronce. Et pourtant, la ronce peut accueillir, là, on dit que la ronce est le berceau du chêne, alors ça peut accueillir des arbres. Mais bon, quand il y a toute cette zone qui pourrait signifier de propre et qu'on minimise en défend et qu'il y a des ronces qui poussent, bon, il faut savoir réussir à adapter et à le faire comprendre. Voilà. Mais ça se fait. Et ça met un peu plus de temps quand même à pousser que de planter. Voilà. Et est-ce que, enfin, je pense que c'était prévu, mais avoir des fiches un peu pour comment on plante ou enfin avoir des conseils de plantation, ça peut être aussi intéressant, un peu plus spécifique qu'en bosquet, peut-être avoir le nombre de plants, enfin tous les combien il faudrait planter ou comment en protéger, ou enfin peut-être des trucs là-dessus, c'était aussi prévu, je pense. Après, je pense qu'il y a des choses qui existent dans le cadre de la mission E qui sont valorisables. Enfin, nous, on ne va pas refaire le travail qui est déjà fait par la mission E en termes de préconisation de plantation. C'est des choses qui existent déjà. Là, l'objectif des fiches, c'est vraiment spécifique sur les besoins liés aux espèces. Ok, parfait. Merci. Merci pour ces retours. Donc le dernier point, qui était donc l'analyse des outils de protection. Donc il y a l'existence d'un groupe de travail et réglementation qui est piloté par l'OFB dans le cadre du pôle arbre en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais redonner la parole à Julie. Oui, me revoilà. Donc oui, dans le cadre des travaux du pôle arbre, qu'on appelle aussi Centre régional de ressources sur l'arbre hors forêt, hein, c'est les deux termes employés, il y a plusieurs groupes de travail qui ont été mis en place, dont un sur la réglementation. Donc, je ne représente pas le pôle arbre hein, parce qu'il y a eu des webinaires de lancement et tout ça. Si vous voulez plus d'infos, il y a une page qui est dédiée sur le site de l'ORB. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Mais voilà, grosso modo, pour vous dire, les objectifs de ce pôle, c'était de faciliter la mise en œuvre concrète de projets en faveur de l'arbre, d'assurer une montée en compétences collectives et d'améliorer l'efficacité, la complémentarité, la lisibilité des dispositifs de soutien au projet sur le territoire régional. Mais ça rejoint finalement pas mal les objectifs du groupe de travail d'aujourd'hui, je trouve. C'est bien dans la lignée. Et donc, pour ce pôle arbre, il y a 2 structures animatrices. La mission est pour le volet, on va dire, arbre champêtre et l'URCAE pour le volet arbre urbain. Et donc, voilà, il y a une page Internet dédiée sur le site de l'ORB. Voilà, c'est cette page-là que vous pouvez aller consulter. Et du coup, je rebondis un peu sur la remarque qui vient d'être faite juste avant, là, sur les fiches, sur les techniques de plantation et tout ça. Je pense qu'il y a déjà pas mal de fiches que la mission a mises sur le centre de ressources qui peuvent être utilisées. Et puis ça, c'est bien un des objectifs qui a été identifié par le pôle arbre, là, justement, pour la montée en compétences collectives et l'amélioration des projets et de la qualité des projets. Donc voilà, grosso modo, pour présenter le pôle. Et après, sur ce groupe de travail réglementation, alors il y avait 3, ce que je n'ai pas précisé, il y avait 3 sous-groupes qui ont été créés. Il y avait un groupe qui a travaillé plus sur la réglementation en lien avec l'agriculture et la conditionnalité PAC, donc la BCAE 7. Il y a un sous-groupe qui a travaillé plus sur le volet espèces protégées. Donc, c'est ce groupe-là, moi, dont je vais vous parler spécialement. Et il y a un autre groupe, mais qui ne s'est pas encore réuni, qui était plus sur la sécurité, l'arbre, plus en ville, en fait. Paysage et arbres en ville. Donc, celui-ci, il ne s'est pas encore réuni. Rapidement, sur le volet conditionnalité et BCAE 7, c'était intéressant parce qu'on avait réussi dans ce groupe de travail à inclure des services économie agricole de DDT. Donc, c'était intéressant d'avoir leur vision des choses. Et on s'est dit que finalement, ce levier contrôle BCAE 7, il pouvait être actionné dans le cas vraiment de gros arrachages, quoi. Des linéaires vraiment importants qui soient arrachés. Ça, c'est mobilisable. Mais on s'est surtout dit que dans le cadre de la conditionnalité, il y avait quand même un gros travail de communication à faire auprès des agriculteurs sur la conditionnalité en elle-même et surtout sur les intérêts de la haie.
et les intérêts à préserver le bocage sur une exploitation et replacer ça vraiment, replacer la haie dans le système d'exploitation. Donc, c'est sur ce volet BCAE7, c'est plutôt ça qui s'est dit. Et sur le volet espèces protégées, donc, c'est pas les, comment dire, là, je vous ai mis vraiment les points d'échange et les pistes de travail qui ont été évoquées. La synthèse n'a pas encore été faite. On attend d'avoir les dernières réunions. Mais donc, on a parlé notamment de la séquence ERC. Donc, Mallory, je pense que tu avais eu peut-être le compte-rendu de ce groupe de travail, je ne sais pas. Non. Et donc, voilà, l'idée, c'était c'était un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, c'était de soutenir l'ADREAL sur l'offre de compensation, de faire une offre un peu, d'enrichir ce qui pouvait être fait en matière de prescription et de s'appuyer aussi sur la dynamique d'animation qui s'est créée dans le cadre de l'appel à projet Plantons des haies. Donc, il y a eu plein de structures là, qui se sont un peu fédérées pour mettre en place ces projets-là et on se disait que ça serait peut-être bien de s'appuyer encore sur eux pour la séquence ERC. Et puis, on s'était dit aussi que ça serait peut-être bien de mettre en place des outils qui faciliteraient le travail entre les porteurs de projets et puis les agriculteurs pour que ce soit vraiment dans le cadre de compensation, que ce soit des projets qui soient mis en place, qui soient efficaces et pérennes. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Purée, désolée. Oui, le temps d'arriver au micro, on vous entend bien, oui. Oui, parce que moi, je vois plus. Enfin, je ne sais pas si ça vient de mon ordi, je ne vois plus en fait. On voit le diaporama et on t'entend. Bon, je repartage. Au pire, peut-être que. Non, mais ça doit venir de mon ordi, hein, c'est possible. Dites-moi. Bon, si vous m'entendez, c'est déjà ça. Mais je ne vois plus rien. Donc après, je sais. Je vais essayer de me mettre le diaporama moi aussi sous les yeux parce que comme ça, ce sera plus facile pour. Après, sinon, vous pouvez essayer de vous déconnecter ou reconnecter. Bon, mais ça va prendre plus longtemps. Je vais me mettre plutôt directement sur le. Non, je pense que c'est mon ordi qui bug. En tout cas, on vous entend toujours. Hein. Bon, alors je me mets sur la diapo pour vous dire les choses dans l'ordre, ce sera plus pratique. Donc, la première, c'était la séquence ERC. Après, voilà, la protection réglementaire des haies. Donc, en fait, ce qui est ressorti du groupe de travail, c'est qu'à proprement parler, il n'y a pas d'outil de réglementation qui protège les haies en tant que tel. Mais on a parlé de 2 dispositifs avec les arrêtés de protection d'habitat naturel qui pourraient être utilisés, qui pourraient être un bon outil pour protéger certaines haies. Mais il y a besoin, avant de mettre en place un arrêté comme ça, il y a besoin de mettre en place un argumentaire scientifique pour justifier la prise d'un arrêté de ce type-là. Et donc, notamment, apparemment, dans le Grand Est, il y a la DREAL Grand Est qui a lancé une étude avec notre pôle bocage national pour faire vraiment mettre vraiment en place un argumentaire qui prouve l'intérêt de conserver des haies pour la protection d'espèces protégées. Parce qu'on se retrouve souvent à dire que, quand on en parle, tout le monde est d'accord pour dire que les haies, il faut les préserver parce qu'elles sont l'habitat de beaucoup d'espèces protégées. Mais après, concrètement, quand on regarde, quand on cherche des études qui indiquent quel type d'espèces protégées on va rencontrer spécifiquement dans les haies, et bien là, on reste un peu plus sec. Donc, il y a ce besoin-là qui a été identifié. Et puis, il y a aussi un besoin qui a été identifié de préciser un peu les choses dans le cadre des zones Natura 2000, parce qu'il y a il y a pas mal de départements en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont mis l'arrachage de haies dans soumis à évaluation d'incidence. C'est avec la liste 2, il me semble. Mais après, donc ça, on sait que ça existe, mais concrètement, on ne sait pas trop comment le traiter quand ça apparaît. Si on peut traiter ça sous l'entrée uniquement administrative ou si on peut traiter ça via l'entrée judiciaire. Donc là, il y a un point quand même à approfondir sur Natura 2000. Après, il a été décidé quand même de mettre la haie dans les débats en misaine, donc vraiment d'échanger sur le volet contrôle, sur les haies, comment on peut faire, est-ce qu'on peut prioriser des secteurs, comment on fait quand on a un signalement d'arrachage, comment on fait vraiment pour traiter ça, parce que pour le moment, c'est un peu
En Auvergne-Rhône-Alpes, tout du moins, ça reste encore un peu flou. Et puis après, on doit passer à la diapo suivante, je pense. Un des gros besoins encore qui a été soulevé dans le cadre de j'étais là, c'était un besoin de communication pour mieux faire comprendre en fait les enjeux et la réglementation autour des espèces protégées, en fait, tout simplement. On s'est dit qu'il fallait utiliser les ressources Internet existantes. Notamment, il y a plusieurs départements où sur les pages des préfectures, il y a une page dédiée à la haie et à l'arrachage de haies. Alors, chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, en général, c'est sous le volet, c'est l'entrée agricole qui est choisie. Vous arrivez sur cette page-là via l'entrée agricole. Mais bon, n'empêche que vous pouvez trouver de l'information sur l'arrachage de haies, ce qui est permis de faire, ce qui n'est pas permis de faire, et en cas d'arrachage, les démarches à faire auprès de la DDT pour signaler et puis pour procéder à un arrachage. Et puis voilà, on s'était dit qu'il fallait enrichir cette communication en s'appuyant sur tous les partenaires qu'il pouvait y avoir en local, et on pensait notamment à travailler avec les chambres d'agriculture sur ce volet communication. Après, on s'était dit aussi que, toujours c'est un peu dans le même, enfin, c'est parallèle à la communication, c'était de développer un volet aussi formation. Donc, pour la montée en compétences, mais en ciblant des partenaires différents, donc monde agricole, les élus, la filière bois-énergie et les gestionnaires d'aires protégées. Et puis, toujours en parallèle, et dernier point, ce qui s'est dégagé aussi, c'est qu'il y avait besoin d'un porté à connaissance général et puis dans le cadre de l'instruction administrative de dossiers. Et c'était là que l'intérêt de travailler avec les espèces PNA était ressorti. Donc, l'idée qui se cache derrière ça, c'était d'identifier des liens entre des espèces PNA et le bocage, vraiment faire ressortir que pour certaines espèces PNA, la préservation du bocage était quand même essentielle pour préserver l'espèce. Et puis, ça rejoint le premier point qu'on a abordé tout à l'heure, c'était de travailler aussi à l'identification de secteurs ou types de projets qui sont un enjeu fort en lien avec le bocage. Donc ça, c'était notamment comme pour ce que disait Mallory tout à l'heure, dans le cadre de la séquence ERC, d'avoir des secteurs où on sait qu'il va y avoir une vigilance particulière à avoir, notamment sur le bocage. Donc voilà, pour dire, il y a plein d'idées qui sont ressorties de ce groupe de travail, et maintenant, voilà, à creuser. Mais cette partie portée à connaissance, là, avec l'identification des liens et des secteurs, c'était le groupe de travail d'aujourd'hui. PNA a vraiment été ciblé comme potentiellement intéressant pour travailler là-dessus, quoi. Et donc, se porter à connaissance, au sein de l'OFB, c'est particulièrement intéressant dans le cadre de signalement d'arrachage. Parce que si on veut si on veut se lancer en judiciaire sur une procédure d'arrachage, nous, pour le moment, à l'OFB, la seule entrée qu'on va avoir, c'est la destruction d'habitats d'espèces protégées. Mais encore faut-il avoir des données sur les espèces protégées qui pouvaient être présentes potentiellement, enfin, tout du moins avoir une partie de leur cycle effectuée sur la haie qui a été arrachée. Et ça, c'est toujours le point un peu délicat et un peu compliqué pour nous. C'est typiquement peut-être sur ce lien-là qu'il faudrait qu'on travaille de manière plus étroite. Ouais. C'est une bonne piste en tout cas. Donc là, la diapo suivante, c'était sur la cohérence à trouver entre nos différents groupes. Déjà, qu'il y ait information de votre groupe de travail pour qu'on sache où vous en êtes et qu'on puisse potentiellement s'intégrer. Ouais. On pensait peut-être s'intégrer dans l'expertise sur l'état des lieux des outils existants. Oui. Ça peut être intéressant, notamment pour la PPHN, je pense. Oui. Et aussi vous faire des portées à connaissance sur l'intérêt du bocage ou des haies pour certaines espèces qui nous concernent particulièrement. Oui. Et donc, typiquement, là, par rapport à juste ce que vous venez de dire, l'intégration des données PNA et peut-être aussi des animateurs PNA dans les procédures de réponse face aux dégradations, pour que ce soit plus facile pour vous d'aller au pénal, quoi. Ouais.
Je ne sais pas si vous avez d'autres idées par rapport à la présentation qui vient d'être faite sur comment on pourrait trouver des cohérences entre ces différents groupes ce groupe et les animateurs PNA particulièrement. Je pense que on n'est pas trop mal en fait. Ça doit Les être 3 bon. cohérences que tu lises, Sabine, sont déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Et ben, on va peut-être finir quasiment dans les temps au final. Dans le calendrier, donc l'idée c'est qu'on refasse donc des réunions l'année prochaine. Peut-être qu'on essaye de sortir la méthode pour la cartographie macro dès le premier trimestre pour que les animateurs PNA puissent s'y mettre par la suite. Pour ce qui est de la cartographie description fine, j'avais mis second semestre, mais au regard de ce que Julie a présenté avec plutôt des retours d'expérience au niveau OFB sur 2022, puis une production concrète sur 2023, je pense que finalement ça sera peut-être plus sur 2023. Ouais. Mais voilà, en gros, on se donne l'année pour y travailler. Les listes d'essence et type de bocage objectif, une version V0 pour 2022, sachant que, je répète, l'idée c'est qu'on l'améliore au fur et à mesure de l'augmentation des connaissances. Et donc, l'outil protection du bocage, c'est à voir avec le pôle arbre. Donc là, je ne sais pas si tu n'en as pas forcément trop parlé sur le calendrier 2022, comment vous voulez travailler dessus, si vous avez des objectifs par rapport à ça ou pas. Eh ben, là, vous m'entendez toujours ou pas? Ouais, c'est tout bon, ouais. Donc là, la prochaine réunion qui doit avoir lieu, mais c'est difficile de caler les dates avec tout le monde, c'est sur l'aspect plutôt paysage là, et sécurité. Ouais. Et donc après, l'idée, ce serait bien début 2022 de faire vraiment une synthèse avec des pistes d'action identifiées. Et voilà, du coup, début 2022, ça devrait avancer un peu sur ce dossier-là. D'accord, ok. Et ben voilà, on est sur la fin. Je ne sais pas si vous avez quelques dernières remarques, questions avant qu'on vous remercie et qu'on vous souhaite bon appétit. En tout cas, merci à tous pour votre participation, vos contributions. Et ben à bientôt. Bonne fin d'année. Ah oui, merci. Merci, au revoir. Beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, ça s'est bien passé. Hop, je vais fermer.